Bienvenue à l'écoute de cette série de 6 capsules éducatives portant sur les essentiels sur les troubles de la personnalité. Ces capsules ont été élaborées par des professionnels du Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean, qui est au CIUS de la capitale nationale. Il s'agit d'une clinique spécialisée dans le traitement des troubles de la personnalité. Ces capsules se veulent également des réponses à des questions courantes en regard du trouble de la personnalité. À qui sont destinés ces enseignements et pourquoi les faire? Nous visons d'emblée les personnes ayant un trouble de la personnalité. Nous avons comme premier objectif de donner des informations justes, issues de la recherche et de l'expérience clinique. En apprendre davantage sur le trouble est une première étape importante pour le traitement, et notamment pour vous permettre de prendre en main votre rétablissement. Nous ciblons également les familles et les professionnels de la santé. Des membres des familles sont souvent très impliqués auprès de leurs proches et pourront avoir un impact sur l'issue de la démarche auprès d'eux. Je me présente aussi, je suis Gabriel Autreny, ergothérapeute et je travaille au Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean. Je suis Laurence Vioguet, je suis psychologue et je travaille aussi au Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean. Quelques consignes pour les capsules. Ces capsules-là ont été conçues dans un certain ordre, mais peuvent être également écoutées et réécoutées dans l'ordre que vous le souhaitez. Vos réflexions conséquentes à ces informations que vous allez recevoir pourront être échangées avec les professionnels qui sont impliqués dans votre démarche thérapeutique. Et sachez qu'on apprécie tout le temps vos commentaires, vos questions quant au contenu. Et cela va nous permettre d'être encore plus pertinent, de faire des modifications au besoin dans les informations qu'on souhaite vous communiquer. Sur ce, bonne écoute. Le thème de notre première capsule, comprendre le trouble de personnalité et son évolution. L'objectif de cette capsule-là, c'est de présenter les services qui sont disponibles. On va se concentrer sur les services du Faubourg Saint-Jean, mais on va présenter aussi où ça se situe dans le continuum. Et vraiment, par la suite, distinguer la personnalité normale de celle du trouble de la personnalité. On commence avec une première question, Evans. Qui sommes-nous, le Faubourg Saint-Jean? C'est quoi le Faubourg Saint-Jean? Le Faubourg Saint-Jean est une clinique spécialisée dans le traitement des troubles de la personnalité. Cependant, ce n'est pas le seul endroit pour cela. On fait partie d'un continuum dans un programme qu'on appelle des soins par étapes. Cela signifie que les personnes ayant un trouble de la personnalité vont être invitées à aller à tel lieu de service, ce qui correspond davantage à leurs besoins. Derrière tout ça aussi, c'est d'éviter les longues files d'attente sur des listes qui se répètent et qui sont tout à fait infructueuses et tout à fait déplaisantes pour les gens qui sont en attente de traitement et qui souffrent. Ces endroits dédiés aux troubles de la personnalité sont autant en première ligne, notamment dans les GMF, donc les groupes de médecine de famille, ou dans les CLSC dans les équipes de santé mentale. Il y a également des services qui sont donnés sur les unités d'hospitalisation, les services de deuxième ligne. Et nous, on arrive en troisième ligne avec le centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean, qui est situé dans le CIUS de la capitale nationale. Il faut savoir que c'est souvent la sévérité du trouble qui va marquer l'endroit où la personne va être admise. Cependant, on ne vous demande pas de savoir quel est le bon endroit. On fait partie tous du même continuum. Vous allez être dirigé vers tel lieu plutôt qu'un autre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille tous ensemble et si jamais vous frappez la mauvaise porte, vous allez être dirigé à une autre porte sans revenir sur la liste d'attente. Alors voilà, c'est le Faubourg Saint-Jean. L'expertise que nous avons acquise est une expertise qui a été construite pendant des années, qui a été améliorée constamment avec les nouvelles données et les expériences cliniques que nous avons eues avec tous les gens qui nous ont fréquentés depuis bientôt 30 ans. Tu sais, des fois, on va rencontrer des gens qui vivent une période de crise, qui viennent de vivre une période difficile, puis ils vont avoir l'impression d'être un peu déçus d'être dans une première étape. Ils vont vouloir aller dans des services spécialisés rapidement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Tu sais? Chaque étape ou chaque lieu où est donné tel ou tel service a une approche qui est validée. Valider veut dire donc une approche qui fonctionne bien avec les problèmes que vous présentez. Donc, et de plus, il y a des approches qui sont plus pertinentes dépendant de la sévérité du trouble. Pour ceux qui ont des troubles légers à modérés ou encore qui ont des comportements, mais qui se questionnent quant à ces comportements-là,
idéalement, c'est les services d'entrée dans le continuum, donc qui se situent au niveau des CLSC. Sachez que si jamais il y avait un sentiment de la part des intervenants que vous seriez mieux à un service spécialisé, c'est vers ces services-là que vous serez dirigés. Donc, mais les services spécialisés sont réservés, eux, à des gens qui présentent un trouble modéré à sévère. Donc, une approche qui est un peu différente, mais toujours en continuum avec les approches précédentes. On enchaînerait peut-être avec une deuxième question pour toi, Evan. Justement, on entend souvent parler de la personnalité. Tout le monde a une personnalité, il me semble. Est-ce que ça existe une personnalité normale? Oui, tout le monde a une personnalité. La personnalité, c'est ce qui se développe en nous très tôt dans la vie et même plus tôt que même avant la naissance, car il y a une dimension biologique au développement de la personnalité. Dans les grandes études, on dit qu'il est démontré que 50 de ce que vous êtes en termes de personne est déjà déterminé par la biologie. Il y a un autre 50 qui va dépendre beaucoup des premières expériences de vie. Ces premières expériences de vie-là seront tout à fait marquantes car ils vont forger une bonne partie ou un bon complément de ce qui reste à acquérir au niveau de la personnalité en termes d'estime de soi, en termes de confiance envers les autres, en termes de sentiment d'avoir sa place, d'être capable de se projeter dans le futur, d'être capable d'être en relation de façon harmonieuse avec les gens qui nous entourent. Donc, cette première partie de la personnalité va se développer. On va signifier de façon importante que dans les premières 10-12 premières années, cela va déterminer grandement la personnalité qui va se cristalliser progressivement à l'adolescence et plus particulièrement à la fin de l'adolescence. Mais oui, il y a une personnalité normale, car la majorité des gens qui sont tous très différents, vont acquérir dans cette période de développement-là cette cohésion envers ce qu'ils sont dans le monde où ils vivent et seront capables de gérer la majorité des stresseurs parce que la vie est comme ça. Elle est stressante, c'est plein de changements, on doit s'adapter et c'est notamment la personnalité qui permet ça. On constate même qu'à la puberté, il y a un moment charnière qui se passe à ce moment. Si on prenait 100 adolescents qui ont été hospitalisés pour des raisons significatives dans un milieu de traitement et on les suivait tout le long de leur adolescence, une forte proportion de ces adolescents-là reprendraient le cours normal du développement de leur personnalité. Cependant, certains vont rester avec des difficultés notoires au niveau de ce développement-là, et c'est à ce moment qu'on va parler de troubles de la personnalité. Donc, quand on parle de personnalité normale, le mot « normal » n'est pas exactement le mot qu'on devrait utiliser, mais plutôt une personnalité développée, bien en équilibre avec son environnement. Donc, il y a vraiment plein de choses qui viennent influencer, mais vraiment des moments charnières. Il y a des moments où vraiment ça peut venir marquer la personnalité. Il y a toutes sortes d'événements qui peuvent se produire, puis tout ça va donner un profil de personnalité, si on veut. Et c'est avec ça que les gens vont pouvoir travailler par la suite s'ils vivent des difficultés dans leur vie, là. Exactement. Toutes les vulnérabilités qui étaient là, qui peuvent venir vers une personnalité, vont être constamment travaillées. Et des gens, déjà dès le début de l'adolescence, vont faire les aménagements ou vont favoriser le développement de parties d'eux-mêmes qui va faire qu'effectivement, à la fin de l'adolescence, on n'aura pas cette intensité de symptômes qui va nous diriger vers un trouble de la personnalité. On pourrait enchaîner avec une troisième question. Peut-être pour toi, Laurence, tu sais, souvent on entend les gens qui vont venir nous dire « Bien, j'ai un trouble de la personnalité », mais est-ce que tous les gens qui ont un trouble de personnalité ont les mêmes manifestations? En fait, c'est important de dire que les troubles de la personnalité, ce sont des vraies problématiques médicales et sont diagnostiqués et répertoriés dans le fameux manuel diagnostique des troubles mentaux, le DSM-5.
Il existe vraiment plusieurs sous-catégories de troubles de la personnalité. On entend surtout parler du trouble de la personnalité limite et narcissique. Certaines personnes vont avoir que des traits, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas l'ensemble des critères diagnostiques pour qu'on puisse réellement parler d'un trouble. Un trouble de la personnalité peut être aussi léger à modéré, puis à certains moments, ceux-ci sont considérés comme étant plus sévères, c'est-à-dire que les impacts du trouble sont plus importants dans la vie de la personne. Mais pour répondre à la question plus précisément, Gabrielle, non, toutes les personnes avec un même diagnostic, par exemple un trouble de personnalité limite, n'ont pas forcément les mêmes manifestations. Il peut y avoir bien sûr des symptômes communs comme une crainte très importante d'être abandonné dans ses relations, une intolérance à la solitude, une grande instabilité de l'humeur, un vide intérieur, une difficulté à savoir qui on est, ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Certains vont réagir à ces craintes-là ou à ces manifestations-là par des fortes émotions, puis ils vont accompagner ça par des comportements plutôt impulsifs ou potentiellement dommageables, comme par exemple des abus de consommation ou des comportements d'automutilation. Mais d'autres vont plutôt tenter de se protéger en s'isolant, en gardant par exemple les relations à distance. Ainsi, il peut y avoir vraiment une panoplie de combinaisons de symptômes ou de critères diagnostiques et de manifestations, ce qui fait en sorte que chaque personne est unique dans son diagnostic, mais aussi dans la sévérité de celui-ci. Mais la présence des critères centraux nous permet toutefois quelque chose de super important. Ça nous permet de poser un diagnostic plutôt qu'un autre, puis ça nous permet ensuite d'orienter la personne vers un traitement qui est approprié, puis c'est ça au final qui est vraiment le plus important. C'est les médecins, les psychiatres, les psychologues qui peuvent poser des diagnostics ou faire des impressions diagnostiques. Par contre, tous les professionnels en santé mentale peuvent parler, informer, discuter d'un diagnostic de trouble de la personnalité puis s'intéresser aux manifestations chez une personne. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, les gens qu'on rencontre, souvent, ils nous disent, bien, je veux travailler sur mon diagnostic, mais est-ce que je suis le diagnostic? Est-ce que je suis la personne? Moi, ce que je retiens dans ça, puis ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est vraiment l'idée qu'on rentre plus sur notre diagnostic, mais on veut aussi apprendre à se connaître. Et ça, je pense que ça correspond vraiment aux gens qu'on rencontre là, dans nos suivis. On enchaînerait avec une quatrième question, tu sais, qui nous est posée quand même souvent, Evans. Certains professionnels, tu sais, les gens ils vont se dire, bien, certains professionnels que j'ai consultés ont évoqué que je pouvais avoir un trouble de la personnalité narcissique. Par contre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Les gens, souvent, ils se questionnent beaucoup sur ce trouble-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du trouble de personnalité narcissique? Je débuterai tout de même d'abord par l'importance, dans la foulée de ce que vient de parler Laurence, l'importance de poser ce diagnostic-là et d'être un peu plus raffiné pour voir quelles sont les difficultés particulières que présente cette personne-là. Puis ces difficultés-là vont entrer dans une sous-catégorie d'un autre diagnostic, comme on en mentionnait, mais dont notamment le trouble de personnalité narcissique qui est un diagnostic qui a été mis à l'ordre du jour davantage, peut-être ces 10-15 dernières années. Auparavant, on parlait davantage du trouble de personnalité limite, mais on tassait les gens qui prenaient le trouble de personnalité narcissique comme étant des personnes qui présentent des difficultés interpersonnelles trop importantes. Cependant, ce diagnostic-là, effectivement, pour nous, il demeure fort pertinent, mais il est beaucoup plus complexe et varié que l'image que nous avons du trouble de personnalité narcissique, c'est-à-dire voir un homme arrogant, méprisant, qui ne pense qu'à lui-même et qui écrase tout autour de lui. Ce n'est qu'une infime catégorie des gens qui présentent ce diagnostic-là. On va parler de troubles de personnalité narcissique avec des gens qui ont une image d'eux-mêmes à l'intérieur qui demande à être travaillée, qui ont un sentiment de non-finitude et qui ressentent également ce vide, mais qui compensent ce sentiment-là par une dimension un peu plus grandiose, pourrions-nous dire ainsi d'eux-mêmes. Mais sachant que d'un bout du continuum, nous avons ces gens-là plus incertains par rapport à ce qu'ils sont, qui sont beaucoup plus souffrants, qui présentent des idées suicidaires beaucoup plus importantes et qui, malheureusement, font partie de ceux qui vont aller jusqu'au suicide plus fréquemment. De l'autre bout du continuum, nous avons ce que nous appelons les narcissiques grandioses
qui sont davantage ceux qui sont arrogants et méprisants et qui sèment davantage de détresse autour d'eux-mêmes. Et entre les deux, il y a toute une panoplie de personnes qui vont présenter des symptômes qui appartiennent tant à un bord du continuum que de l'autre. Donc, ça demeure pour nous extrêmement important que de maintenir ce diagnostic-là et d'en énoncer les nuances. Régulièrement, lorsque l'on fait comme il faut cette nuance-là entre les troubles de personnalité narcissique, les gens vont se reconnaître là-dedans davantage que lorsqu'on ne parle uniquement du trouble de personnalité limite. Donc, le diagnostic est important en termes de donner une image qui correspond à ce que les gens sentent aussi par en dedans, mais aussi, on va moduler nos approches en lien avec ces diagnostics. Ce qu'on comprend, c'est qu'on peut dire que c'est un mot qui est quand même puissant, puis il y a une image différente de ce qui est projeté, mettons, dans la société, de c'est quoi une personnalité narcissique, de ce que c'est vraiment cliniquement une personnalité narcissique. Puis ça, quand on aborde ça avec les gens, bien, ça clarifie certaines choses, puis on tendance à se reconnaître plus, puis à plus s'engager là, dans leur démarche. Tout à fait. Ça correspond un peu au chemin chaotique à travers lequel les gens ont présenté, les gens qui présentent un trouble de personnalité ont eu à faire face tout au long de leur vie. Ça fait à peine 30 ans que l'on considère vraiment ce diagnostic-là. Avant, on avait la croyance populaire qu'un trouble de personnalité, un jour, un trouble de personnalité, toujours, alors que ce n'est pas du tout l'évolution, on verra un peu plus tard. Mais donc, le trouble de... Il y a eu des modes. À une certaine époque, on ne parlait que du trouble de personnalité limite parce que l'on avait des traitements plus spécifiques aux troubles de personnalité limite. Mais depuis, je dirais à peu près 15-20 ans, nous avons également des troubles, des approches de traitement plus spécifiques de personnalité narcissique et on en parle davantage. Mais cette dimension-là de narcissique et de limite ou de TPL demeure quand même au niveau du langage populaire une façon péjorative de nommer les personnes avec lesquelles on a certaines difficultés. Tu sais, justement, je reprends un petit peu ce que tu disais parce que, comme 5e question, tu sais, une chose qui revient souvent dans les gens qu'on rencontre, ça, c'est on parle de justement comment il peut avoir une vie difficile, une adolescence difficile, des moments marquants dans la vie. Puis les gens, ils vont venir se demander, bien, si j'ai un trouble de personnalité, est-ce que je suis condamné à avoir une vie difficile? Tu sais? Ça a été la grande découverte là, des années 90. Quelques psychiatres ont fait quelques approches auprès des personnes qui présentaient les symptômes classiques du trouble de personnalité limite et ont constaté, avec des études bien à l'appui de ces traitements-là, que la très grande majorité s'en sortait, ce qui n'était pas la croyance avant les années 90. Donc, gros changement. À ce moment, beaucoup d'équipes se sont vraiment attelées à développer des approches au niveau des troubles de personnalité, que ce soit au niveau de la recherche que du traitement, tant les psychologues que les psychiatres. D'où l'espoir que l'on peut mettre aujourd'hui. Auparavant, je mets comme référence qu'il n'y avait rien à faire. Maintenant, les études montrent que 75 à 80 des personnes qui présentent un trouble de personnalité vont bien évoluer et s'en sortir. Et ce, malgré le traitement. Avec ou sans traitement, les stratégies que les personnes vont acquérir tout au long de leur vie font que le trouble va disparaître. La différence, cependant, c'est la durée pour obtenir ces changements-là. Si on considère les gens qui vont vont aller consulter, vont aller chez des gens qui ont des expertises au niveau du traitement des troubles de personnalité, on parle de 7 fois plus rapide l'atteinte d'une guérison par rapport à une évolution dite naturelle du trouble de personnalité limite. Le problème avec l'évolution naturelle, c'est aussi les risques encourus à demeurer dans cette zone de souffrance et de toute tentative aussi de régler cela, notamment au chapitre des idées suicidaires, des tentatives de suicide et même des suicides réussis. Donc, je mets l'une à côté de l'autre
cet espoir-là de 75 à 80 des gens qui s'en sortent. Et de l'autre côté, on pourrait mettre ceux qui n'ont pas accès à des traitements ou qui ne s'y impliquent pas et qui continuent à souffrir, mais qui peuvent aussi faire face à des risques de suicide, qui est estimé approximativement à 9 à 10 pour ces personnes, ce qui est un fort pourcentage de risques suicidaires pour ces gens. Maintenant, les approches de traitement, ce qui va bien avec ce que je viens tout juste de dire, ces approches de traitement ne sont pas uniquement l'apanage des personnes qui possèdent l'expertise. La responsabilité du changement dans ces approches-là repose bien sûr sur une expertise, mais repose énormément sur la personne qui s'engage en thérapie. Je vais faire une image qui n'est pas tout à fait juste et qui n'est pas issue de la littérature, mais qui donne à peu près ce que l'on en constate. On pourrait signifier que la responsabilité du changement imputé à la personne correspond approximativement à 90 de l'effort fourni en thérapie. Cet effort-là, c'est d'abord d'accepter qu'il y a une difficulté, d'accepter d'aller chercher de l'aide, d'accepter aussi de rester engagé en thérapie, donc de continuer, car le pourcentage de personnes qui vont laisser leur traitement est très élevé parce que changer, c'est difficile, on le sait. Il y a également l'engagement d'une vie qui permet des changements. Donc, ces engagements-là, c'est au niveau d'activité de production, mais c'est aussi au chapitre des relations. Donc, ce 90 %-là, avec l'appui des gens qui vont vous aider et l'apanage des gens qui présentent le trouble. Nous nous présentons avec l'autre 10 % qui correspond à notre expertise. C'est une expertise qui nous permet de vous aider dans cette progression-là et qui nous permet de ponctuer le changement avec certaines doses d'espoir et avec des petits réalignements qui sont essentiels pour atteindre ce calme ou ce niveau de développement chez vous. Donc, c'est l'engagement que nous avons, mais vous comprenez que votre responsabilité est extrêmement importante dans votre développement. Pour conclure également, peut-être qu'on vous invite, comme on l'a dit dans l'introduction, à réfléchir à ce matériel-là que vous venez de recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à en parler avec les gens autour de vous, avec un intervenant, ou même à communiquer avec nous là, sur des idées, des questions que ça vous suscite, des commentaires que vous avez. Donc, on vous remercie encore une fois pour votre écoute.